déjà, ce qu'on voit quand les parents nous retracent leur parcours, c'est qu'on voit bien qu'il suffit d'une mauvaise expérience pour ensuite que les parents peuvent avoir une représentation, puisqu'ils généralisent sur tous les professionnels et tous les services et toutes les institutions. Donc ça forge énormément et ça a créé beaucoup de non-recours. Moi j'ai l'exemple d'une mère qui a été en centre maternel parce qu'elle a été mère à 17 ans et elle a vu les nourrissons placer des femmes qui étaient avec elle au centre maternel et ça l'a traumatisée. Et après, elle a mis des années, elle était en plus, elle était dans une situation de violence conjugale pendant des années, mais elle cachait sa situation parce qu'elle avait que ça en tête, le placement. Alors que quand on l'a rencontrée beaucoup d'années plus tard, c'est elle qui était allée voir l'ASE parce que son adolescente partait en vrille, elle avait fait des tentatives de suicide. Mais ça montre comme quoi il peut se passer des choses après qui changent la donne. Mais cela dit, pendant plein d'années, elle a tout fait pour cacher sa situation dans les associations où elle allait chercher l'aide alimentaire. Alors, dans les parcours, on a des expressions de parents assez régulièrement qui se sentent soit incompris, soit jugés par les professionnels du soin, de social éducation. Alors, à certains moments de leur parcours, je dis bien. Et puis, on l'a déjà dit, des situations de non-recours. Alors, non-recours par peur des services sociaux, et ça peut vraiment se retrouver à différents endroits. Soit au psychologue, pour les parents, soit à des aides ménagères, on l'a vu, mais aussi, et ça c'est des professionnels qui ont témoigné, pour pouvoir avoir de l'aide pour payer des activités aux enfants. Ça voudrait dire aller voir, parce que c'est au centre social qui conseillait aux familles d'aller demander des aides au service social pour aider à payer les activités, et elles n'y allaient pas, et a priori, du point de vue des professionnels, par peur d'avoir recours aux services sociaux pour l'ASE. Et dans les situations de violence conjugale aussi, ça c'est extrêmement fort, cette peur du placement des enfants. Donc là c'est Madame A d'ailleurs qui nous parle qu'elle va sans doute arrêter le psy. J'y vais, c'est celle que je vois au CMPP, mais j'ai l'impression que voilà, je suis arrivée à la limite et je veux pas qu'il m'enlève mon fils. On ne sait pas comment ça marche, on entend tellement de choses inimaginables que voilà. Donc là, les représentations des parents au sujet des services sociaux et de soins en santé mentale, il y a sans doute d'autres choses. Alors maintenant, la place et le rôle des parents au sein des parcours de santé, je regarde juste là pour voir si ça va. On repère dans les parcours, évidemment, des moments où les parents ont très peu de prise. Et puis après, je vais vous parler des moments où elles ont plus la possibilité d'influencer leur parcours. Par exemple, ont peu de prise ou qui se considèrent peu ou pas compétents, et c'est souvent le cas des parents, par exemple, exilés, qui se mettent en position basse. On sentait vraiment ce côté « moi je sais pas, les autres savent ». Et d'ailleurs, des parents exilés, là, et c'est pas les seuls, mais pour qui on fait un peu à leur place, et donc qui, pendant les entretiens, n'arrivent pas forcément à nous redire ce qui a été fait pour elles ou pour eux, parce que ça a été fait à leur place, par exemple des bénévoles, dans toute la bonne volonté, mais donc qui n'ont pas pris le temps, ou parce qu'il y a la barrière de la langue, d'expliquer ce qui a été fait dans un dossier MDPH, par exemple, une demande MDPH. Peu de prise quand une mère m'explique qu'elle a voulu agir auprès de la directrice du collège, du primaire, parce que son fils souffrait de harcèlement. Elle a vu que c'était compliqué et elle n'a pas insisté, parce qu'elle me dit « j'avais peur que ça se retourne contre moi ou contre mon enfant ». Une mère qui manque d'infos, on lui dit il faut aller voir un orthophoniste, mais pendant l'entretien, je lui demande pourquoi et elle ne savait pas. Enfin, on sent que aussi comment c'est expliqué ou pas expliqué en fait ce recours à des. Ça peut paraître une évidence pour certains professionnels ou de l'éducation là en l'occurrence, et là ça l'était pas du tout pour cette maman. Une mère qui connaissait pas les droits pour avoir des. Elle était en difficulté avec son enfant de 3 ans qui faisait des crises et elle savait pas à quelle porte frapper pour avoir des conseils. Elle allait sur les forums, mais elle savait pas. Ou aussi qu'est-ce qui était gratuit, payant. Voilà, donc pendant l'entretien, je sais pas. Et aussi, les moments où les parents ont peu de prise, quand ils subissent des décisions et qu'ils comprennent pas tout. Voilà, comme les notifications MDPH. Et d'autres moments des parcours où les parents ont des marges de manœuvre, soit en refusant les soins, c'est une manière d'avoir une marge de manœuvre, soit, donc là par exemple Madame A qui finit par choisir d'aller en libéral pour avoir un accompagnement plus adapté à la situation de son enfant et qui se débrouille, alors elle se met quand même en grande difficulté financière,
avec l'association qui la soutient pour voilà, sortir du CMP, enfin, aller vers un accompagnement qu'elle considère comme plus adapté. Il y a une mère qui réussit à infléchir la décision des AS au moment d'un placement. Elle a réussi à obtenir que ce placement soit chez les grands-parents. Une mère qui se retrouve à être actrice, mais comment dire, centrale, étant donné qu'elle est coordinatrice du parcours de son enfant. Donc c'est Madame A encore. Mais au final, elle se retrouve avec l'aide de l'association. Il y a beaucoup, par contre, il y a beaucoup d'accompagnants de professionnels différents. Et il y a des auteurs qui ont appelé ça les parents qui deviennent case managers. Alors voilà, dans cette idée de coordonner tous ces parcours. Et qui va en témoigner après. Des parents qui se retrouvent dans la position d'aider les autres, par exemple dans l'accueil de jour des migrants, et ça c'est vraiment un lieu qui a été qui, pour sortir ces parents migrants là, de leur isolement dans les chambres d'hôtel est vraiment central. Ou encore cette mère qui dit mais moi j'en sais plus que les professionnels du fait de mon parcours, donc par rapport à son fils qui souffre de troubles autistiques et qui a l'aide de l'association. Donc voilà, on voit bien que selon, c'est pas, on raisonne pas parent par parent en fait, c'est plutôt par moment des parcours. Et selon les moments, parfois ils ont plus de prise, des fois ils ont moins de marge de manœuvre, selon aussi les ressources à leur disposition. Mais on voit aussi l'ambivalence par rapport à ça des fois des intervenants, des intervenantes, parce que des parents qui seraient trop dans l'opposition ou on sent que ça crée beaucoup de tensions. Et donc comment les professionnels aussi sont sécurisés et outillés pour accepter ce conflit ou ce désaccord et de quand même reconnaître l'expertise des parents. C'est un chemin assez délicat. Ça parle de tout ce qu'on parle aujourd'hui sur la participation. Sur ce que les professionnels, quelles sont leurs représentations au sujet des parents vulnérables sur ces questions de santé. Alors déjà, vous l'avez sans doute repéré, mais en France, il y a une sorte d'indétermination quand il y a des difficultés avec les enfants. Est-ce que c'est de l'ordre du trouble psychique ou c'est lié à l'environnement social, familial? Est-ce que c'est un peu des deux? Vers quoi on va en premier, etc. Et en fait, ça vient vraiment selon ce qu'on va diagnostiquer, et ça ne va pas forcément être le même point de vue selon les professionnels qui tournent autour de la famille et des enfants, ou même par rapport aux parents. Donc selon ce qui va dominer comme diagnostic, eh bien l'orientation du parcours va être très différente. Et donc ça parle aussi du rapport de la société à la santé mentale, qui évolue, par exemple, ou par rapport aux maladies ou aux troubles en particulier, et qui évolue tout le temps. Donc c'est aussi quelque chose qui peut mettre un peu en tension. Alors, ce qu'on a entendu au début de la recherche, c'est des professionnels qui nous disaient souvent oui, on a du mal parfois à orienter les parents vers le soin, ça fait pas sens pour eux, puis ils ont tellement de difficultés matérielles et financières, etc., que sans doute c'est un sujet, certains professionnels, de second plan à un moment donné. Et en fait, nous, en tout cas dans l'échantillon qu'on a eu, on a plutôt rencontré des parents qui étaient, quand ils n'étaient pas complètement submergés et en train de décrocher, des parents qui étaient plutôt proactifs dans le repérage, des difficultés, parce qu'ils les ont au quotidien, les enfants, donc forcément, et dans la volonté de trouver de l'aide et d'aller frapper aux portes. Et même ça fonctionne aussi de bouche à oreille entre les parents, le CMP, il y a le fils de mon frère qui y va, je vais demander un rendez-vous, etc. Donc des parents proactifs dans la demande de soins, et des fois des professionnels qui nous disent c'est vrai qu'on a pu être surpris de la capacité de mobilisation. Donc, ça montre qu'ils n'avaient pas forcément anticipé que certains parents, malgré qu'ils étaient très démunis, je pense à un père exilé sans domicile, et qui fait des petits boulots pour pouvoir payer les soins. Là, c'était en ergonomie, je ne sais plus exactement c'était quel professionnel, mais en tous les cas, il y avait aussi ces exemples de mobilisation qui met la priorité sur la santé de l'enfant malgré une situation matérielle extrêmement complexe. Et puis aussi les professionnels, ça leur a
ils en témoignent, et nous on a pu l'entendre aussi à certains moments, dans d'autres recherches aussi, peuvent des fois s'auto-censurer pour faire des propositions aux parents, de peur de leur rajouter des difficultés en fait. Alors on l'a dit tout à l'heure, soit en posant un diagnostic qui serait trop, entre guillemets, violent, mais finalement pour certains parents, ça aurait été aidant de le dire plus tôt. Sur les activités payantes, les soins non remboursés, pareil, finalement certains parents préfèrent faire des fois rogner même sur le budget pour manger et payer des activités pour leurs enfants pour qu'ils aillent mieux. Ou on s'autocensure aussi sur l'éloignement géographique. Oui, on propose une action co pour le bien-être des parents, là c'était en milieu rural, des mamans. On ne va pas leur proposer, est-ce qu'elle n'y arrivera jamais. Et en même temps, à côté, on disait, mais quand même, cette autre maman, elle faisait du stop pour venir, donc c'est pas les conditions idéales, mais on lui avait proposé à elle, et elle a essayé de trouver des solutions pour venir. En fait, on sent, c'est une posture vraiment très délicate, cette posture professionnelle qui à la fois doit prendre en considération les vulnérabilités des personnes pour les accompagner, les protéger, mais tout en considérant ses capacités et ses désirs un peu différents d'un individu à l'autre selon leur trajectoire. Et je trouve la notion de parcours permet de réaliser ça en fait, que selon les trajectoires, il a pu se passer des choses dans le passé qui fait même si la situation sociale semble être la même, l'individu ne va pas forcément réagir de la même manière. Et je pense que je vais conclure sur les relations entre les professionnels du social et les professionnels de la santé, comment elles ont été nommées par les professionnels qu'on a interviewés. Alors déjà, quand la recherche elle a commencé, dans les groupes de travail, on avait des institutionnels qui disaient oui, il n'y a pas assez de coordination, pas assez d'articulation. En fait, quand on regarde sur le terrain, il y en a plein. Il y en a plein de coordination, il y a plein de réseaux pluriprofessionnels, des dispositifs, les PRE, je le renomme à nouveau, des partenariats, voilà. Il y a des travailleurs sociaux, c'est quasiment que ça leur travail, par exemple, dans les services sociaux des hôpitaux et des CMP, de faire la coordination santé sociale. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un sentiment quand même qui peut rendre difficile le quotidien des professionnels de cloisonnement. Alors des fois c'est même à l'intérieur d'un secteur. Alors en santé mentale, ça peut être difficile entre l'hôpital et les libéraux. Au niveau du secteur social, ça peut être difficile entre les services sociaux du département et les services sociaux de l'hôpital. Les équipes pluriprofessionnelles de santé, il y en a de plus en plus, mais par contre, elles n'intègrent pas toujours du travailleur social. Donc de ce côté-là, on sent que la sensibilité à l'approche globale est sans doute moins forte que du côté du social. Des difficultés à faire venir des professionnels de la santé dans les instances de coordination animées par le social. Et puis, particulièrement des tensions entre le secteur psychiatrique et l'aide sociale à l'enfance. On a d'ailleurs eu des témoignages de professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui nous expliquent que c'est souvent sur des moments un peu clés des parcours. Par exemple, une sortie d'hospitalisation. Là, les services de santé vont appeler les services sociaux, mais vont être assez descendants, directifs, une sorte d'injonction qui n'est pas toujours bien vécue par les professionnels. Ou dans l'autre sens, quand les services sociaux, les travailleurs sociaux veulent qu'il y ait de l'accès aux soins, et là il y a un désaccord sur le niveau d'urgence, etc. Donc le secret professionnel médical peut venir compliquer ça. Et ce qui est revenu à certains moments des entretiens avec les professionnels, c'est qu'il demeure une asymétrie des relations. C'est-à-dire que les professionnels du social ne se sentent pas toujours suffisamment considérés par les professionnels du secteur sanitaire. Et donc ça crée aussi des tensions, surtout quand par exemple une éducatrice met plein de temps à enfin convaincre une famille et des parents de prendre rendez-vous au CMP, mais qu'au CMP on dit ça sera dans 6 mois ou encore plus, et ça sera un rendez-vous, puis finalement il ne se passe plus rien après, et du coup on a l'impression de perdre en crédibilité l'éducatrice auprès de la famille dans ces moments-là. Et puis à nouveau il y a une question de personnes, parce qu'il y a des professionnels qui ont réussi à se créer un réseau de confiance. Et donc là, c'est l'interpersonnel qui vient aussi délier les choses et fluidifier en fait ces relations santé sociale du fait des réseaux. Et ça parle des trajectoires des professionnels aussi, pour le coup, si on s'intéresse
On s'intéressait tout à l'heure aux trajectoires résidentielles des parents, mais les trajectoires territoriales des professionnels, ça met du temps, ça prend du temps de créer ces réseaux de confiance et de liens qui peuvent fluidifier les relations.